Donc pour Marbre d'ici sur la place du Général de Gaulle, ce qui était intéressant, c'est qu'on a assez tôt, avec la ville, avec l'aménageur de la ZAC sur laquelle on est, avec le service art, espace public d'Ivry, avec toi Eddy, on a acté quelque chose qui était le principe d'une matière ou d'un processus, d'une idée, plutôt que celle d'un design pour un objet dans l'espace public. Et ça, c'était important dans le concept même de cette œuvre, qu'on laisse la question de sa forme, non pas comme quelque chose de secondaire, mais quelque chose qui adviendra plus tard. On va acter en premier une notion qui est celle de peut-être que la pratique artistique, en lien avec des enjeux et la réalité de l'espace public, allait peut-être être plus importante pour nous que la question de l'œuvre, objet dans l'espace public. Donc la primauté du processus artistique en interaction directe avec les réalités de l'espace public, élargie au-delà de l'espace public fini, mais élargie à la notion de la ville. Donc c'est comment est-ce qu'on travaille en tant qu'artiste quand on dit que l'atelier est à l'échelle de la ville en transformation. Et Marbre d'ici émergeait de cette recherche, action dans la ville, avec cette idée que l'œuvre serait construite à partir d'une ressource qui est celle de la ville en transformation. Et donc dans le cas de Marbre d'ici, c'est vraiment la partie presque la plus ingrate de la ville en transformation, c'est-à-dire le déchet, le gravat, ce qui est produit par la démolition, la destruction. Comment faire coïncider ou se faire répondre deux moments de la ville en transformation, celui de la destruction, de la fin de quelque chose, de l'éradication d'une partie de l'histoire et du patrimoine bâti, et de le mettre en résonance avec un moment qui serait celui d'une construction, d'une création, de quelque chose de nouveau. Donc Marbre d'ici, c'est ce projet qui va faire le lien entre ces deux phénomènes de la ville en mutation. L'inauguration de quelque chose de nouveau, la démolition de quelque chose d'ancien. Donc on est parti là-dessus. Et c'est au fur et à mesure des processus en lien avec un chantier, celui de la place du Général de Gaulle et des constructions autour, donc les chantiers de démolition, le renflouement des carrières qui étaient sous ce site-là, les différentes phases de chantier de construction, inauguration de l'espace public, ces différentes phases ont nourri la réflexion sur la forme, les dimensions, vraiment la typologie même de cette œuvre s'est construite au fur et à mesure sur la base du principe nous réaliserons quelque chose à partir de ces gravats qu'on va retrouver dans l'espace public. Et il y avait une bonne part de nos discussions avec les élus, avec toi, avec les riverains, habitants et les urbanistes, architectes, paysagistes impliqués, était quelle forme donner à ce processus, in fine. Et il y avait trois hypothèses. Une hypothèse qui était un objet visible, bien visible, et qui serait reconnaissable assez typiquement comme une œuvre d'art dans l'espace public. Donc on pense plutôt à un objet, quelque chose qui se voit. Ça, c'était une typologie. Il y avait une deuxième typologie qui était celle de en tant qu'œuvre, réaliser des éléments de cet espace public. Donc on est plus sur quelque chose de l'ordre du banc, de l'assise, quelque chose qui sera là, sans être forcément énoncé comme une œuvre, mais qui est clairement vu comme un élément de design, on va dire. Et il y avait une troisième proposition qui était peut-être la plus radicale, qui était celle de dire nous irons
faire tout simplement un morceau d'espace public sans qu'il ait forcément plus de visibilité que ça. Ça sera du sol comme le reste de cet espace public, et que peut-être l'idée était celle de dire que finalement l'artiste est là pour participer à la construction de qu'est-ce qui fait espace public, et que c'est peut-être ça son travail, plutôt que de produire des occurrences visuelles un peu particulières. Et donc finalement c'est ça la solution qu'on a retenue. Alors ça a fait l'objet de discussions, de débats, et je pense que c'était pas la solution la plus simple, ni pour l'artiste, parce que en tous les cas c'est plus difficile de dire on est l'auteur de quelque chose quand c'est quasiment invisible. Et c'est pas forcément facile non plus, j'imagine, pour des élus ou pour des responsables d'art dans l'espace public, parce qu'on investit énormément en réflexion, en discussion, en travail, en moyens, pour faire quelque chose qui est quasiment invisible, in fine. C'est-à-dire un sol comme n'importe quel autre mètre carré sur cet espace public. Alors, la réalisation Love Marc d'ici n'est pas totalement invisible non plus. On peut la voir. Là d'où on le voit le mieux, en fait, c'est depuis les 400 logements qui ont été construits autour de cet espace public. La vue en plongée fait que ces 260 mètres carrés réalisés en Marc d'ici sont finalement le plus visibles par les habitants, les riverains, ceux qui habitent là, et qui ont vu, en fait, parce qu'ils étaient déjà occupants de leur logement, pendant les 3 mois où on a été dans une sorte d'atelier à ciel ouvert, où on a vu la production de cette œuvre en train de se faire. Et puis après, il y a quand même un élément visuel, il y a une espèce de motif qu'on retrouve là, qui est celui de quelque chose de fluide. Alors ça vient de 2 choses qui sont apparues au cours de ces 3 années de chantier. Il y en avait une, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont révélé le lit de la Seine à moins 360 000 ans, à l'endroit où on se trouvait. Et l'idée était comment cette espèce d'énorme sculpture qu'est la stratification successive, les énormes glaciers qui étaient ce qu'est la Seine aujourd'hui, ou ce qu'il en reste, qui ont creusé donc ces actes plastiques à l'échelle du paysage ou du territoire, comment les citer en tant que forces formatrices qui elles aussi sont présentes dans un territoire. Donc on a repris ce motif-là de quelque chose d'ondulant comme un paysage de Seine. Et puis l'autre élément qui moi m'a beaucoup marqué en tant qu'expérience visuelle, c'est qu'au moment des forages pour remplir les carrières qui sont sous l'espace dans lequel on est, le forage crée des sortes de rivières colorées qui sont teintées par les strates géologiques qu'on traverse, et on retrouve exactement ce motif de coloration qu'on a repris nous. Voilà. Donc c'est un peu comment, du coup, je me suis plutôt retrouvé en tant qu'artiste à être, on va dire, réceptif à un ensemble de forces plastiques, esthétiques, humaines, géologiques, qui sont latentes dans une situation, et de les rendre quelque part explicites. Mais de façon vraiment très simple, c'était peut-être aussi celle de dire que ce que je trouve vraiment intéressant aujourd'hui, dans des villes qui sont en mutation et qui ont presque cette figure de la mutation de façon permanente, on est presque, à Ivry en tout cas, constamment dans une ville qui quelque part est en transformation, de peut-être se positionner en tant qu'artiste, non pas en vue de produire une œuvre pérenne pour des espaces pérennes, mais un artiste qui est au travail dans cette situation de la ville à tout moment est en train de se configurer, de changer, et de développer des outils de travail, des outils de réflexion, des outils de production qui sont en phase avec cette dimension-là de la ville, la mutation. Il y a 10 ans, on a
eu cette rencontre avec les services d'urbanisme de la ville d'Ivry et de la culture, justement autour de cette question-là. Qu'est-ce que aujourd'hui, bon, il y a 10 ans, mais aujourd'hui encore, comment associer la création contemporaine à ce phénomène qu'est la ville en transformation. Donc c'est vraiment sur cette question-là qu'on s'était arrêté plus particulièrement, en considérant que ce qui se faisait dans l'espace public terminé, à savoir des créations d'œuvres plutôt sous la forme d'objets, on va dire, dans l'espace public, ont une histoire et se sont développées fortement à un moment, et que peut-être qu'il y avait une nouvelle figure de la ville qui était en train d'émerger fortement, qui est la figure de la mutation, et que, en tout cas moi, c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup et qui pose des nouvelles questions sur que fabrique un artiste dans cette typologie de la ville en mutation. Alors, à la fois, ça procède d'une réflexion sur l'art dans l'espace public, et en même temps, ça déplace quelque part la question sur comment travaille l'artiste aujourd'hui, quelle est sa place dans une ville en train de se faire, quels sont ses nouveaux terrains d'action. Est-ce que c'est seulement l'espace public, ou est-ce que c'est aussi le chantier, ou est-ce que c'est encore ailleurs? Bon, on l'a dit, quels sont ses outils de travail, quelle est sa relation à l'institution, au centre d'art, à la commande classique, est-ce que c'est autre chose? Et en gros, on a ouvert un atelier pendant 10 ans maintenant pour explorer ce que pouvait être ce rapport peut-être plus général à la production d'éléments de patrimoine. Et moi j'aime bien c'est un chercheur, professeur en école d'architecture, Pascal Anfou, qui parle, je trouve de façon très intéressante, de cette question du patrimoine en parlant d'un patrimoine primaire qui est celui des grands monuments, des éléments forts d'une ville qui sont construits, bâtis et qu'on n'imagine même pas enlever, et auquel on peut associer cette figure de l'œuvre d'art dans l'espace public, un objet signe, phare, bien repérable. Donc ça, c'est le patrimoine primaire, il ne s'agit pas de le dégager, il est là, on le reconnaît, il a son sens. Il parle d'un patrimoine secondaire, qui est le patrimoine d'usage. Là, c'est peut-être pas forcément des bâtiments ou des objets remarquables, mais c'est des fonctions qui sont importantes dans une ville, dans un quartier. Et je pense qu'on peut retrouver aussi, des fois, certaines œuvres ont une fonction parce qu'elles permettent de se repérer, de rappeler quelque chose, de nous ouvrir une perspective qu'on n'aurait pas. Donc c'est plus des questions de fonction, c'est moins des questions d'objets absolument précieux. Ils ont une fonction. Ça aussi, c'est un aspect du patrimoine. Et puis, il parle d'une troisième dimension de patrimoine qui rejoint donc le patrimoine tertiaire, qui rappelle un peu le tiers paysage de Gilles Clément. Et lui, il appelle ça le patrimoine de renouvellement. Et je trouve que c'est très très intéressant. En fait, ce qu'il cible par là, c'est ces situations dans lesquelles les plantes pionnières vont pouvoir se développer, mais aussi dans lesquelles les pratiques pionnières vont pouvoir se développer. C'est presque l'équivalent de l'atelier à ciel ouvert. Tout est réversible dans ces situations-là. On teste, on essaye, on voit comment ça marche ou pas. Et peut-être que de ça sortiront des fonctions, des usages, qui produiront peut-être plus tard du patrimoine au sens noble, mais qu'il faut reconnaître comme étant un patrimoine qui est le patrimoine de renouvellement. Si ce patrimoine-là, on l'éradique ou on ne le cultive pas, on n'aura pas notre patrimoine primaire demain. Et moi, je trouvais que c'était très très intéressant d'aborder cette question de comment est-ce que l'artiste trouve sa place dans faire que ce patrimoine tertiaire dans la ville soit vivant.
Et c'est peut-être quelque chose à venir ou à continuer à développer, mais pour moi, il est au moins aussi intéressant, je ne dis pas aussi important en termes de valeur, mais il a une valeur qui saute peut-être moins aux yeux, mais qui est comment est-ce qu'on cultive le test, le nouveau, l'expérimental, en lien avec des enjeux d'espace public aujourd'hui, et je le conçois complètement comme faisant intégralement partie, voire même peut-être la partie la plus importante d'une pratique artistique, c'est de cultiver cette dimension-là.